bienvenue à ce rendez-vous du mois de février, dont le thème ce soir, ce sont les navires du futur. Alors, pour illustrer le propos, nous avons choisi de vous présenter deux projets. L'un qui va présenter le chalutier La Frégate, qui vient d'être mis à l'eau avec un moteur hybride. Et c'est Monsieur Bigot, qui est le président de l'association France Pêche Durable et Responsable, qui va vous présenter le projet qui est à l'état expérimental, déjà. Et en second lieu, c'est donc le projet Philippines qui va vous être présenté par Monsieur Laurent Baranger, qui lui est donc trésorier de l'association Mission Hydrogène et secrétaire général du réseau d'information et de conseil en économie des pêches à Nantes. Et ce projet-là, il est à l'état d'étude, si on peut dire. Oui. Donc c'est celui d'un système de propulsion à partir d'une pile à combustible alimentée à l'hydrogène. Et ça va même beaucoup plus loin que ça. Mais donc, voilà. Donc chaque intervenant a une demi-heure pour vous présenter chacun de ses projets. Et après, il restera un peu de temps pour que vous puissiez échanger et poser vos questions. Voilà, donc Monsieur Bigot, à vous l'honneur. Bien. Bonsoir à tous. Je suis vraiment très heureux d'être à Lorient ce soir, d'autant plus que nous avons eu une très très belle journée et que j'ai vraiment pu profiter de la nature. Très rapidement, France Pêche Durable, c'est une association qui a été créée en 2008 avec Patrick Cousin, qui est ici présent, pourrait en parler aussi bien que moi, puisqu'il en est membre, avec des gens très engagés dans la pêche au niveau national, mais aussi au niveau européen. Nous étions tous conscients que la pêche était arrivée à une époque où, si les choses ne bougeaient pas, on allait vers des pertes importantes du fait de la conjoncture économique et surtout des coûts insupportables, notamment pour les chalutiers, du prix du carburant. Il nous fallait trouver des solutions qui soient suffisamment rapides pour que la flotte n'ait pas disparu avant que nous ayons trouvé des solutions. D'où le choix qui a été fait de s'orienter vers un navire mu par une propulsion électrique. Électrique, alimentée dans un premier temps par une génératrice qui est bifuel, et que je vous présenterai tout à l'heure, mais qui peut être alimentée par toute autre source. C'est un projet qui est évolutif, mais pour l'instant, le navire a été transformé, la motorisation est embarquée, et à la fin du mois, le bateau va être en mer et va retrouver la pêche. Donc si vous voulez bien lancer un petit peu très rapidement la vidéo, c'est très très court. Dans cette optique, France Pêche Durable a opté pour un projet de navire de pêche démonstrateur, le bien nommé La Frégate, navire récent et en activité, propriété de l'armement Acanor CME, qui réalisera en situation réelle de pêche un programme étalé sur 30 mois, élaboré en deux parties. La première phase, qui se termine ce mois de février 2013, consistait à équiper le navire d'une nouvelle propulsion, avec un objectif très précis, une économie de carburant de l'ordre de 30 à 35%. Notre choix s'est donc porté sur un moteur hybride électrique, système qui nous permettra aussi de tester toutes les sources nouvelles à la pêche d'alimentation des génératrices,
Ceci, quant à elle, a été remplacé par le système pompéiste, système qui semble également être source d'économie d'énergie. On va laisser apparaître le dessin. On va voir le plan du navire. Donc voilà, ça c'est le remplacement de l'hélice classique et le remplacement du moteur par un moteur électrique qui lui n'est pas trop volumineux. Donc nous avons ici les génératrices. Nous avons volontairement installé 2 génératrices pour en avoir une de secours. Mais logiquement, on peut tourner avec une seule génératrice. Alors vous voyez le système du bifuel. Hein, vous avez à la fois le gazole qui rentre, puis le gaz alternativement. Donc ce moteur, cette génératrice peut aller jusqu'à 75% de gaz, d'utilisation de gaz. Nous ici, on l'utilisera simplement à 50% pour des raisons réglementaires. Je ne vous dis pas les difficultés que l'on rencontre dès l'instant où on fait de l'innovation. La réglementation à la pêche ne prévoit pas que l'on puisse embarquer un carburant sous forme gazeux. Donc il a fallu faire passer le BV, travailler de façon à modifier et créer la réglementation de demain. Donc c'était dans un de nos objectifs, c'est de faire évoluer la réglementation sur le problème des carburants, mais aussi sur le problème des jauges. Parce qu'aujourd'hui, sur un navire existant, évidemment, il n'est pas prévu de container pour le gaz, la place n'a pas été prévue, de même que pour le moteur. Demain, sur le navire du futur, il faudra construire un navire autour du moteur, et non pas l'inverse. Et puis, changer la carène. Donc voilà, vous pouvez avancer un petit peu. Alors l'avantage du gaz, l'avantage du gaz, c'est que le gaz coûte moitié prix. Donc en utilisant à 50%, vous avez déjà, rien que par l'utilisation du gaz, vous avez une économie de 25% sur votre carburant. L'avantage du moteur électrique, c'est que vous pouvez gérer à l'instant T votre puissance nécessaire pour mouvoir votre navire, mais aussi sur tous les appareils. On quitte le schéma actuel où vous avez un moteur qui est un moteur puissant et qui est capable de supporter à tout moment toutes les énergies qui lui sont demandées. Et on est en surcapacité à l'heure actuelle sur les moteurs installés sur tous les navires de pêche. Donc on a une surconsommation déjà qui est due à un moteur qui est en surcapacité. Donc il nous a fallu faire les études avant d'installer le moteur, de voir, donc on a fait passer un cabinet qui a installé, qui a vérifié, qui a mesuré quelle était la puissance nécessaire à l'hélice, en pêche, etc. Donc on a fait vraiment le point zéro de toutes ces utilisations et nous allons donc tester, sous quelques semaines, nous allons tester quels sont les gains réels. Parce que tout ce que l'on vous annonce, on dit on pense gagner 5-10% là-dessus, encore faut-il en amener la preuve. Et donc nous avons évidemment, bien que nous soyons une petite association, nous avons embauché un ingénieur qui a été qualifié et reconnu par l'ADEME, etc., de façon à suivre et faire le rapport de toutes les énergies qui seront gagnées par rapport à la consommation antérieure. Alors je crois qu'on peut avancer un tout petit peu. Voilà donc. Alors je le cite simplement pour mémoire, c'est que derrière ça, nous allons avoir une phase dite pêche écologique.
c'est-à-dire nous cherchons à limiter notre emprunt sur les fonds marins, chercher toutes les économies réalisables grâce à de nouveaux types d'engins. On a même en partenariat avec Ifremer et les docks de l'Orient, donc on va travailler aussi sur les nasses à poissons. Et évidemment, on va mesurer quels sont les gains. Ce navire, je le rappelle, ce navire doit faire du profit. Il n'est pas question que le navire, évidemment, soit un navire expérimental. Il doit générer un profit comme un autre navire. Hein, c'est quand même l'objectif. On pourrait fabriquer le plus beau des navires. Si le navire perd de l'argent, ça n'a aucune utilité pour la profession. Hein, donc l'objectif, c'est bien tout cela. Voilà un petit peu les deux phases qui sont présentées un peu rapidement, mais bon, je ne veux pas... Alors, un point important que je n'ai pas cité, c'est que aussi, un des objectifs, c'est de limiter la consommation de CO2. L'utilisation du gaz en bifuel comme ça, c'est une économie vérifiée au banc de 50% de rejet de CO2. Plus nous augmentons la partie gaz, évidemment, nous pouvons aller jusqu'à moins 80% de rejet de CO2. L'idéal pour nous, ce serait d'arriver à zéro rejet et au lieu d'avoir une génératrice bifuel, eh bien, de pouvoir produire l'énergie d'une autre façon. Mais ceci, c'est... Nous allons dans le temps évoluer dans nos recherches. On a un pôle qui n'est pas un pôle de compétitivité, mais qui ressemble beaucoup, le MEDE, dans lequel on retrouve Gemont Industrie, etc., qui se propose de plancher un petit peu sur d'autres systèmes, pourquoi pas des batteries, pourquoi pas. Nous avions prévu une phase 3 qui était avec l'ENSTA ParisTech en partenariat, c'était de mettre une pile à combustible. Nous l'avons pour l'instant abandonné, simplement pour des raisons de réglementation. Actuellement, nous ne pouvons pas embarquer une pile à combustible sur un bateau de pêche. La réglementation s'y opposera. Donc ce troisième volet a pour l'instant été abandonné et c'est certainement bien dommage. Mais il y aura d'autres expérimentations et d'autres projets qui vont nous permettre aussi d'avancer. Voilà, j'ai terminé ma petite présentation rapide. Je suis à votre disposition par la suite si vous le souhaitez. Avec le prestataire de service, le chantier Socarina et le motoriste est derrière. Ayant fait le point zéro sur toutes les consommations énergétiques du navire avant sa transformation, nous allons pouvoir, sous quelques semaines, évaluer les économies réelles et entrevoir les possibles améliorations. Puis sera mise en route la seconde phase du programme, source également d'économies potentielles, basée sur les techniques nouvelles de pêche et d'engins de pêche. Ces expérimentations seront élaborées en partenariat avec Ifremer, les docks de l'Orient, et tous ceux qui voudront bien se joindre à nous. Tout ce programme n'a pu être mis en place que grâce à la participation du FEDER, qui est un très gros partenaire, sur la phase 1 et 2, OSEO également, le ministère de la Mer, le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, le Conseil général également, et nos mécènes que sont Veolia, la Compagnie du Vent et Vinci. Qu'ils en soient tous ici remerciés. Ah, c'est beau. Oh, si vous voulez. Oui, bon, quelques photos comme ça. Donc ce navire a été inauguré par le ministre la semaine dernière. Voilà, à la fin des travaux. Bon, même si tous les travaux n'étaient pas encore complètement terminés, il fallait encore une bonne huitaine de jours, mais voilà. Alors c'est vrai que vouloir propulser un navire de pêche, un chalutier de 23 mètres avec un moteur électrique, je ne vous dis pas, on a fait rire beaucoup de monde au départ, hein, évidemment. Aujourd'hui, bon, les gens commencent à s'y intéresser un peu plus de près
Et les professionnels eux-mêmes étaient très très sceptiques. Hein. Voilà, il a fallu convaincre tout le monde et bon, les choses ont bien avancé. Oui, alors bon, vous avez le président du conseil général, régional, le ministre évidemment. On avait beaucoup de représentants de Caterpillar, de Groupama, l'ancien, Veolia. Alors Georges Touré, que tout le monde connaît. Voilà, je vous disais que les travaux n'étaient pas entièrement terminés, donc vous voyez le pont était encore ouvert, on a descendu les moteurs. Vous pouvez couper. Oui. Vous préférez poser les questions S'il y a quelques questions, on peut. J'aurais 3 questions, mais surtout 2. Vous avez parlé de réglementation. Oui. Je vois très bien ce dont vous voulez parler. En termes de soudage, c'est-à-dire de remplissage, parce que le gaz, bon, on sait que c'est bien une problématique. On sait que dans certains pays, c'est un peu plus, excusez-moi l'expression, un peu plus cow-boy, Oui. C'est-à-dire que les réglementations sont plus lâches. En France, c'est quand même relativement difficile. Et ensuite, il y a la problématique de l'approvisionnement. Je veux dire, c'est un peu la poule et l'œuf, quoi. Le gazier disant, il n'y a pas de bâtiment LNG, LNG, je vois pas pourquoi je mettrais un appro en gaz. Et puis l'armateur dit, pourquoi je m'équiperais un moteur à gaz, puisque le gazier ne m'apporte pas le gaz. Donc ma première question, c'est comment avez-vous résolu le problème du soudage sous les 2 aspects, l'aspect sécuritaire et puis purement logistique. Ma deuxième question aura trait plus finance. Vous avez parlé, donc vous avez fait très justement remarquer que ce navire doit être un centre de profit, pas un centre de coût. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment s'intègrent les prix de tous ces équipements, parce que le gaz, c'est pas donné. On sait que la solution la moins onéreuse actuellement en propulsion d'un navire, c'est un diesel, une ligne d'arbre, une hélice. Dès qu'on passe au diesel électrique, on a des pertes de rendement dues ne serait-ce qu'au câble. Quelle est la différence Qu'est-ce que vous avez vu comme évolution, comme gain? Est-ce que, mettons, le retour sur investissement se fait plus loin, plus près? Est-ce que vous avez fait une projection en carburant? Puis ma troisième, c'est purement peut-être la plus simple, c'est en termes d'autonomie, c'est un navire qui a quelle autonomie? Alors, sur la première question, le gaz, nous on a eu beaucoup de chance parce qu'on a sollicité les partenaires, etc. Et GRDF a accepté de nous amener le gaz quasiment au pied du quai. Donc on va avoir une station de gonflage. On a du gaz comprimé. Comprimé pourquoi? Simplement parce que la réglementation ne nous permettait pas, sur ce navire ancien, d'installer du gaz naturel liquéfié. Hein, voilà. Donc on ne pouvait pas le faire pour l'instant. Ce sera pour le navire du futur. Évidemment, ceci nous a obligés à avoir une autonomie réduite pour l'instant. Mais comme je le disais, c'était un navire démonstrateur. Pour l'instant, nous aurons une autonomie entre 15 et 16 heures de gaz. Alors, évidemment, ce n'est pas suffisant pour ce navire qui, bon, il touche quasiment le port tous les 2 jours et demi. Mais c'est un navire démonstrateur. L'objectif, c'est aussi, bon, il y aura économie, mais l'objectif aussi, c'est de voir quelles sont les économies réelles pour l'avenir. Voilà en ce qui concerne le gaz. Alors, le prix évidemment,
On n'a pas pu trop discuter pour l'instant les prix avec les fournisseurs parce que, bon, vu la réglementation, vu ce que demandaient les affaires maritimes au niveau de la réglementation, etc., il n'y en a qu'un seul qui a bien voulu s'engager et faire évoluer son moteur, ça a été Eneria. Les autres ont jeté l'éponge parce qu'il fallait qu'ils prennent en charge certaines modifications, il fallait qu'ils travaillent avec le BV pour amener des sécurités, etc. Donc le seul... Alors évidemment, il n'y a pas eu de concurrence. Évidemment, sur les prix, eh bien, on est passé sous les fourches codines. Bon, le projet était financé, bouclé grâce aux mécènes, donc on a pris. Évidemment, s'il devait y avoir derrière ça une série... même sur le prix du moteur électrique, etc., aujourd'hui, il y a des tarifs qui sont beaucoup plus intéressants que nous ne l'avons fait. Hein. Grosso modo, je vais vous dire ce que l'on a payé. On a payé un petit 500 000 € pour équiper entièrement. Alors, quand je dis entièrement, je compte tous les armoires électriques, etc., pour la gestion de l'énergie. Hein, puisque, comme on disait tout à l'heure, on utilise vraiment l'énergie dont on a besoin à l'instant T, et pas plus. Donc tout ça a coûté, voilà le prix. Alors évidemment, pour l'instant, c'est trop cher. Est-ce que quelqu'un peut se permettre de changer son moteur à ce prix-là? Pour le moment, non. Mais on va faire avancer les choses. Alors la troisième question, vous me demandez si on avait fait un business plan. On n'en est pas encore là, mais on va avancer là-dessus. Ce qui nous préoccupe le plus pour l'instant, c'est de vérifier d'abord si tout ce qu'on a avancé, on s'y retrouve. Hein, si on s'y retrouve. Donc, nous, on se base quand même, l'objectif, c'est quand même d'aller, et Patrick, j'espère qu'avec la collaboration, etc., on va avancer sur les techniques. L'idéal pour nous, c'est d'arriver à près de 50% d'économie de carburant. Alors, si on pouvait passer aussi avec une énergie électrique qui coûte presque rien, hein, si amener au port, recharger pendant 3-4 heures, comme ça se fait pour des grands bâtiments aujourd'hui, hein, c'est connu, on recharge certains grands ferries en électricité sous 3-4 heures. Hein. Alors là, évidemment, les économies seraient beaucoup plus importantes. Donc c'est bien un navire démonstrateur dont il va falloir tirer toutes les conséquences et le business plan fait partie. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas s'engager dans cette voie-là si on n'a pas ce business plan. J'espère avoir répondu. Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Bon, sachant que après, il faut prendre en compte le coût de possession, qu'on appelle l'OPEX, en fait, tout ce qui a trait à la maintenance. Ce qui me conduit à penser à une dernière petite question. Dans la mesure où vous fonctionnez à l'électrique à bord, est-ce que vous avez effectué du remplacement, je ne sais pas, d'anciens d'équipements avant qui étaient plutôt sur hydraulique, vous auriez remplacé l'électrique Alors, nous devions passer à tout l'électrique, et ce sera pour le bateau du futur. Hein, on ne l'a pas fait parce qu'on n'avait pas le budget, mais c'est vrai que les treuils, etc., il fallait passer à l'électrique. Alors déjà, avec les moteurs ici, on a gagné un peu en poids, et si on passait à l'électrique pour les treuils, on risquait aussi d'augmenter aussi les poids sur les hauteurs. Ah ouais. Donc, c'est vraiment pour le bateau du futur, quoi. Mais Patrick pourrait répondre aussi beaucoup mieux que moi, parce qu'il est plus technicien que moi. Nous, oui. On a deux ingénieurs, mais moi je ne suis pas ingénieur. Le but est de retrouver, grâce à ces nouveaux carburants, les mêmes tractions en pêche que le navire avait précédemment. Et à partir de ces tractions en pêche, on va alléger, on va adapter des nouveaux gréements, des nouveaux trains de pêche, en allégeant les engins, en utilisant des panneaux qui travailleront au-dessus du fond pour amoindrir encore la consommation en carburant. Mais les premiers tests vont être de retrouver les mêmes caractéristiques, les mêmes tractions au point fixe suivant la vitesse de drague qu'on avait auparavant avec la propulsion traditionnelle. Quelle puissance fait votre moteur électrique? 450 kW. 450 kW. Oui. La puissance normale, quoi. Oui, pour un chalutier d'1 km.
Il avait une puissance supérieure. Hein, on a diminué un peu parce que bon, bah, Riley, parce qu'ils font mieux, etc., bon, ils ont estimé qu'on ne les utilisait pas. On n'utilisait pas toute la puissance. Sur les chalutiers actuels, les patrons font quand même attention, parce qu'avec les économètres, on sait exactement à l'instant T la puissance nécessaire. Bien sûr. Quand vous suivez, vous voyez, vous utilisez la consommation en litres, bien sûr. Est-ce que vous avez installé un ou deux gensets à bord, de façon à pouvoir moduler, parce que la puissance c'est entre mains. À un moment donné, quelquefois, il y a besoin d'avoir ce plus de puissance. Alors, je ne suis pas technicien. Ce que je sais, c'est qu'on pourra monter sans problème. Je vous dis, je suis Pour pas... l'instant, il n'y en a qu'un seul, quoi. Vous avez mis qu'une seule génératrice. On en a deux. Et si on a besoin, on utilise la deuxième, elle se met en marche automatiquement. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que vous avez une modulation complète. Oui. Oui, c'est ce qui a fait que ça coûtait un petit peu plus cher aussi, si vous voulez. On a, hein. Ce qui fait qu'en général, ça coûte moins cher à l'usage, puisque vous n'utilisez que la puissance nécessaire. Oui. Oui, c'est ça l'intérêt par rapport à une propulsion classique, c'est qu'on utilise la puissance quand on en a besoin. Voilà. C'est ça. Donc avec le moteur traditionnel, on est toujours... Au niveau encombrement aussi, je suppose qu'à bord, ça... Ah non, ah non, pas vrai ça. On a beaucoup plus, c'est beaucoup plus encombré que ça ne l'était. Hein. Ah ouais. Oui, la salle de machine, Ah oui, il y a plus beaucoup de... avec les armoires électriques et puis les deux génératrices, on avait qu'un seul moteur dans le milieu, si vous voulez. Aujourd'hui, on se retrouve et puis le moteur auxiliaire, quoi. D'accord. Dès qu'on se retrouve le moteur, bon, qui lui est pas très encombrant. Vous avez une génératrice de chaque côté, puis vous avez les grandes armoires électriques et la salle de machine est bien occupée. J'ai pas très bien vu là, le système d'hélice. J'ai vu plusieurs pales. Ah oui, le petit propulseur. Oui. Oui. Vous pouvez me donner une information là-dessus parce que j'ai pas très bien vu sur les images. C'est des pales fixes. Des pales fixes. Oui, vous avez. J'ai vu une flopée là de pales. Oui, qui guident les flux d'eau. Ah. Voilà, c'est le petit propulseur, c'est ce qu'il y avait avant sur les sous-marins. Oui. Qui guide le flux d'eau. Qui guide le flux d'eau. Okay. Ce qui permet aussi un gain par rapport à la tuyère classique. On était parti sur des codes. On a renoncé aussi parce que le coût était extravagant. Et puis en plus, il nous fallait couper tout le navire quasiment en deux et refaire tout l'arrière. Enfin bon. Ouais, le problème de sillage. On va peut-être passer à la deuxième présentation. Les génératrices et les moteurs, c'est du courant alternatif ou continu? Voilà, vous me posez une bonne question, mais je vous dis, je ne suis pas du tout technicien. Moi, je suis un peu le politique qui a mis en route les projets, qui ensuite s'est adressé à tous les techniciens dans tous les domaines. Mais voilà, celui qui devait m'accompagner, qui lui est ingénieur, motoriste, etc., bon, on n'a pas pu venir. Et lui, il a été capable de répondre à tout ça beaucoup mieux que moi. J'en suis désolé, oui. On va présenter le deuxième projet et vous pourrez poser des questions. Alors, je vais me mettre dans le coin ici, parce que je pense que je n'ai pas le support. Monsieur, là, sur le petit propulseur, sur les pales d'hélice, il y a déjà des bateaux en Bretagne, l'armement Bigoudin, et des bateaux sur le Guilvinec qui sont déjà équipés de petits propulseurs. C'est un peu trop tôt pour définir les rendements, mais ça permet d'amener l'eau dans de bonnes conditions au niveau de la pale d'hélice, d'améliorer les rendements. Il y a déjà des essais en cours et des bateaux qui utilisent ça de façon Ok, bon, bien bonjour à tous. Je vais vous présenter, donc je vais commencer par vous présenter la mission hydrogène, aussi ce que c'est l'hydrogène, parce que je pense que c'est important déjà de passer cette première étape.
de vous montrer déjà ce qui existe en application hydrogène, en particulier en Europe et dans le monde. Et après, plus précisément, je vais zoomer sur le projet bateau tout électrique, pile à combustible et batterie. Donc la mission hydrogène, alors moi je suis trésorier de la mission hydrogène, donc mon premier métier c'est économiste des pêches, hein. C'est au titre de cette structure-là que je suis trésorier. Donc là encore, je ne suis pas certainement capable de répondre à toutes vos questions techniques. Et donc, n'hésitez pas, en tout cas, au pire des cas, je pourrais vous renvoyer vers les personnes appropriées. Alors, l'association Mission Hydrogène, donc en fait, c'est une association aujourd'hui région Pays de la Loire, cofinancée par 3 cofinanceurs, ADEME, État et région. On regroupe aujourd'hui à peu près une trentaine d'adhérents, donc différents types d'acteurs, entreprises, enseignements, centres de recherche et formation. L'objectif très clairement de la mission hydrogène en Pays de la Loire, c'est de faire émerger en fait des projets innovants dans la filière hydrogène en région, sachant que la région des Pays de la Loire possède un tas d'atouts qui pourraient permettre de faire émerger cette filière en région. Donc 3 objectifs principaux, augmenter l'expertise et la taille critique des connaissances dans le secteur hydrogène-énergie en région, permettre les échanges commerciaux. Il y a un tas d'acteurs, petites entreprises ou plus ou moins grandes entreprises qui peuvent aujourd'hui se mettre en réseau et qui disposent d'un certain nombre de domaines de compétences dans les différentes briques technologiques liées à l'hydrogène en région. Et le dernier objectif, c'est de contribuer à la construction d'un réseau régional sur les énergies pour pouvoir, je dirais, contribuer à une meilleure visibilité au niveau national et international. Alors, les applications cibles de l'hydrogène, globalement, il y a 4 grands types. Applications maritimes et fluviales, donc ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Tout ce qui est stockage d'énergie renouvelable, vous savez que typiquement, tout ce qui est production d'énergie renouvelable fonctionne par intermittence, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours en production au moment où on en a besoin, et inversement. L'hydrogène est une solution de stockage. Je pourrais vous montrer quelques exemples. L'hydrogène pour l'autonomie énergétique des sites isolés, c'est-à-dire qu'on peut construire une chaîne énergétique sur la base d'un site isolé sans, je dirais, investir énormément dans les infrastructures réseau. Et enfin, le dernier point, qui finalement le projet que je vais vous présenter, c'est un mix entre la première et la deuxième application et la dernière application cible, pardon. C'est tout ce qui est transport et servitude urbaine en flotte captive. Le principe de la flotte captive, en fait, c'est de produire l'hydrogène là où il est consommé. Voilà. Alors, je vais essayer d'avancer. Bon, je vais aller assez vite là-dessus. On a un certain nombre d'actions, information, enfin, on a 4 types d'actions au niveau stimulation territoriale, c'est-à-dire qu'on fait des cycles de conférences, donc typiquement aujourd'hui, on fait de la veille technologique, on produit des bulletins d'information, ce qu'on appelle un peu la logique d'intelligence économique. On stimule le réseau à travers des voyages d'études, des journées technologiques ou des visites d'entreprises. On a des opérations de lobbying, alors en particulier en lien avec d'autres plateformes au niveau national et européen qui traitent de l'hydrogène. Et on travaille en particulier en lien avec la FIPAC et l'ADEME sur, justement, M. Bigot en parlait, la mise en place d'un groupe de travail sur la réglementation maritime et fluviale, qui est un élément essentiel si demain on veut voir à bord d'un navire ce type de composants. Autre type d'action qui est finalement la spécificité, on va dire, de la mission hydrogène dans le Pays de la Loire, c'est la conduite de projets à travers soit l'appui technique, c'est-à-dire de l'étude de faisabilité amont, ce qu'on appelle aussi l'expertise de premier niveau. C'est-à-dire qu'on répond aux entreprises qui souhaitent étudier la faisabilité de diversifier leur activité dans tel ou tel domaine lié à l'hydrogène ou de développer des applications spécifiques. Et l'autre point qui est l'exemple aujourd'hui d'un projet Navibus que je vous présenterai en tout dernière slide, qui consiste en fait à faire des projets en conditions réelles, c'est-à-dire qu'on n'en est pas à une logique d'expérimentation navire à quai, c'est-à-dire qu'on va tout simplement être en conditions réelles, c'est-à-dire que dans le cas du projet par exemple Navibus, l'objectif c'est, donc le projet est parti,
mise à l'eau au second semestre 2014 et exploitation par la Sémitan, donc qui est la société qui gère le transport urbain en région nantaise, avec des usagers comme vous tous, c'est-à-dire qui prennent leur ticket et qui voyagent avec, ce qu'on appelle la condition réelle. Alors, pour peut-être vous éclairer un peu sur ce qu'est l'hydrogène, l'hydrogène a l'avantage d'être très énergétique. Pour vous dire, en fait, 1 kg d'hydrogène va libérer 3 fois plus d'énergie qu'un kilo de gasoil. La particularité, c'est comme il est très léger, à poids égal, il va occuper beaucoup de volume, donc il pose des problèmes d'intégration derrière. Mais finalement, combiné à une pile à combustible, si vous voulez, c'est le meilleur compromis aujourd'hui qui existe pour ce qu'on appelle la mobilité électrique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un prolongateur d'autonomie. Alors comparé au gasoil, en termes de volume, l'hydrogène c'est 5 fois plus. Par contre, comparé des batteries, c'est 6 fois moins. En termes de masse, c'est 4 fois plus l'hydrogène que le gasoil. Et là encore, comparé des batteries, c'est 10 fois moins. Donc en termes d'intégration, il offre quand même quelques avantages. L'hydrogène, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il est présent partout, dans l'air, dans l'eau. Par contre, il n'est disponible nulle part, il faut le produire. Donc il y a un certain nombre de méthodes de production aujourd'hui. Vous voyez ce qui est en vert, c'est, je dirais, la production cible de demain, c'est-à-dire à partir d'énergies renouvelables, c'est-à-dire faire de l'hydrogène, de la production d'hydrogène, une filière totalement verte. Donc produire l'hydrogène à partir de l'énergie renouvelable, généralement à partir d'électrolyse, c'est-à-dire qu'on vient avec de l'électricité donc produite par l'énergie renouvelable, casser une molécule d'eau, H2O, en hydrogène d'un côté et oxygène de l'autre. Après, une fois qu'on l'a produit, cet hydrogène, il faut le distribuer et stocker. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, il y a donc tout un réseau qui existe dans le nord de l'Europe de pipeline qui permet de distribuer l'hydrogène, essentiellement pour des raisons industrielles, d'usage industriel. Et après, vous avez aussi d'autres possibilités, typiquement par camion. Et tout ceci génère en fait un coût de distribution extrêmement important. Le stockage, 3 types de stockage. Nous sommes aujourd'hui dans une logique de stockage sous haute pression pour l'intégration à bord d'un navire de pêche. Autre logique de distribution, vous avez ici la carte de l'infrastructure de distribution d'hydrogène en Europe. Vous voyez que la France, aujourd'hui, est un peu absente de la carte. Les quelques sites que vous avez sont essentiellement des sites industriels, donc stations de distribution qui ne sont pas à usage domestique, mais à usage industriel. Pour avoir une idée, le nombre d'installations de stations de distribution d'hydrogène est extrêmement croissant, c'est-à-dire qu'on était en Europe, je crois, à 22 ouvertes en 2011, et je crois que nous sommes à un objectif aujourd'hui, d'ici 2020, de 120 stations de plus dans l'ensemble de l'Europe. La France ne fait pas partie pour l'instant des cibles premières. D'où la logique de flotte captive, c'est-à-dire qu'en fait, n'ayant pas d'infrastructure réseau de distribution, tout le sens, c'est de créer de la production d'hydrogène là où on l'utilise. Alors, une fois qu'on a produit cet hydrogène, donc l'hydrogène c'est un vecteur énergétique, combiné à une pile à combustible, on peut régénérer de l'électricité. En fait, quand on vient mettre de l'hydrogène dans une pile à combustible, en sortie, vous avez de l'électricité, de la chaleur et de l'eau. Donc en fait, c'est une forme de stockage de l'électricité sans batterie. C'est-à-dire qu'on vient produire l'électricité à la demande. Alors après, en fonction des différents types d'utilisation, vous avez plusieurs technologies de piles à combustible qui sont en fait sous des températures différentes et sous des technologies différentes. Typiquement, la technologie SOFC, c'est pour tout ce qui va être stationnaire et cogénération, donc grosse chaudière, par exemple, de chauffage de quartier, par exemple. La technologie utilisée pour l'intégration en mobilité électrique, généralement, on est sur de la PEM 80 degrés. Alors, pour les perspectives de déploiement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en France, en fait, on a très peu de recul aujourd'hui sur le domaine de l'hydrogène. En Europe et dans le monde, il y a aujourd'hui déjà comment dire, à la fois en termes de production des technologies matures
et en termes d'application aussi des technologies matures, c'est-à-dire qu'on est en phase commerciale. Vous pouvez, si vous voulez, pour un certain nombre d'applications, tout simplement acheter un produit grande consommation. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. Donc nous, on se situe, si vous voulez, par rapport à l'objectif d'intégration du navire, donc que je vais vous présenter par la suite, sur un décollage autour de 2020, c'est-à-dire basé sur l'électrolyse de l'eau, énergie renouvelable, si possible marine. En termes de perspective déploiement de la pile à combustible, voilà à peu près les types d'applications. Donc décollage avant 2015, aujourd'hui, c'est tout ce que vous avez dans les marchés précoces ou certains types de véhicules. Les Japonais lancent cette année la première voiture en conditions commerciales, c'est-à-dire qu'un client consommateur japonais va pouvoir acheter un véhicule hydrogène. C'est-à-dire qu'ils ont déjà passé tous les stades déjà de problématiques réglementaires, problématiques de crash test, et ainsi de suite. Je vous montrerai quelques images. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le véhicule électrique que l'on connaît aujourd'hui, qui est la voiture électrique Renault par exemple, et ce que l'on appelle la voiture électrique de deuxième génération, l'hydrogène en fait c'est le véhicule électrique de troisième génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le véhicule électrique classique va avoir 150 à 200 km d'autonomie. Avec la pile à combustible, on passe entre 500 et 700. Voilà. En termes de coûts, les perspectives de production d'hydrogène, enfin de coûts de production d'hydrogène, pardon, sont aujourd'hui à peu près prévues pour 2025 à une réduction de coûts d'environ 70%, ce qui n'est pas neutre. Sachant que là-dedans, vous avez encore toute la logique de coûts de distribution. Donc dans le système que nous on prévoit pour la partie pêche, ce coût de distribution va encore être amoindri puisqu'on va fonctionner en flotte captive, produire le carburant là où le bateau touche le quai finalement. Alors, on parlait tout à l'heure de la problématique effectivement de réglementation, donc c'est d'abord lié tout simplement aux problématiques de sécurité. Alors ce qu'il faut savoir très clairement, c'est qu'aujourd'hui, la notion de sécurité est totalement maîtrisée au niveau industriel. Il faut savoir que l'hydrogène est utilisé énormément dans l'industrie, que ce soit pour le raffinage ou aussi pour l'industrie du verre par exemple. La particularité, c'est que quand on rentre dans une dimension grand public, on rentre dans une logique réglementaire totalement différente et qui nécessite d'opérer un certain nombre de tests qui viennent conforter le zéro risque finalement. Ici, vous avez en dessous un exemple, puisque souvent, quand je parle d'hydrogène, on me dit « mais ça explose ce truc-là ». Alors oui, ça explose, sauf que vous avez ici deux simulations. À droite, vous avez un véhicule classique à essence et à gauche, véhicule hydrogène. Vous voyez que l'évolution de l'explosion fait que en fait, l'hydrogène est très volatile, donc en fait, va exploser en hauteur. L'essence, au contraire, va exploser carrément, va faire exploser l'habitacle. Donc c'est une des logiques aussi aujourd'hui qui explique que l'hydrogène peut être parfois plus sécurisant et simplement c'est quelque chose qu'il faut gérer différemment en termes de risque. Alors, autre exemple, ça c'est le véhicule de Hyundai qui va donc sortir, première série donc, qui produisent en décembre et qui devrait sortir premier véhicule 2013, donc cette année. Ça, c'est un exemple de crash test et de résistance au feu qui sont opérés avant commercialisation. Donc ça, c'est Japon. Ça, c'est un exemple de production en Allemagne, Enertrag, que vous pouvez peut-être connaître, qui est un développeur éolien, terrestre et offshore, enfin tout ce qui est énergie renouvelable. C'est un exemple de production d'hydrogène à partir d'éolien. Et en particulier, l'objectif est de produire l'hydrogène avec zéro émission de CO2. Donc ça, c'est typiquement un modèle, vous verrez, qu'on va retrouver dans le bateau du hydrogène que je vous présente après. L'existant dans le terrestre, c'est-à-dire en fait aujourd'hui ce qu'on peut, je dirais, acheter en tant que consommateur. Vous avez une gamme ici, donc les véhicules bien sûr. Ce que vous avez à droite, ce sont les bus qui fonctionnent déjà dans un certain nombre de villes en Europe et dans le monde. Il suffit d'aller en Allemagne, vous pourrez prendre un bus à hydrogène en payant un ticket classique. Les scooters, tondeuses, enfin vous voyez tous les types d'applications terrestres, y compris les camions de
de 7,5 tonnes, donc déjà avec un gabarit assez important. Ça, ce sont les applications maritimes qui existent déjà. Exemple à gauche, vous avez une petite vedette qui fonctionne à pile à combustible hydrogène. Vous avez le projet qui est assez connu, qu'on a souvent confondu avec un projet bateau de pêche, qui est finalement donc projet bateau islandais, qui est un bateau d'observation des baleines et qui en fait a une pile à combustible, mais pour tout ce qui est auxiliaire, hein, pas propulsion. Et à droite, vous avez un navire, donc transport de voitures, qui fonctionne avec des auxiliaires piles à combustible hydrogène. Vous avez les projets qui sont lancés, et là on voit tout de suite qu'il y a déjà une évolution entre ces premiers projets il y a 4-5 ans et ceux d'aujourd'hui, puisque nous sommes aujourd'hui sur des commandes fermes. Là, typiquement, vous avez au centre donc des commandes pour 2015 de 3 navires garde-côte. À droite, vous avez Scandlines, donc ferry à hydrogène, qui vient de faire la commande de 4 nouveaux ferries alimentés par pile à combustible. Objectif, mise en exploitation en 2017. Et à gauche, vous avez un projet de bateau en fait, passager pour visite aux États-Unis, Statue de la Liberté. Et autre application qui aujourd'hui existe, dont on s'est inspiré très largement pour créer la navette fluviale sur l'Erdre à Nantes, qui est donc le Zemship, bateau à passagers qui est exploité depuis 2008, donc qui embarque quotidiennement des passagers sur le navire. Navette fluviale d'environ 100 passagers. Pour info, ce bateau a connu un incendie, il n'y a pas eu de souci majeur, voilà, et ça n'avait rien à voir avec l'hydrogène, et ça a été très bien géré. Vous avez un exemple en fait ici, principe même de flotte captive, c'est-à-dire à quai, vous avez la station de distribution et de production qui permet d'alimenter le navire. Avec 50 kg de stockage d'hydrogène. Alors, en termes de réglementation, donc nous, on a constitué un premier groupe de travail, parce qu'en fait, aujourd'hui, on en est à une logique d'adaptation de réglementation déjà existante, mais dans d'autres domaines. Il existe cependant 3 notes de préconisation aujourd'hui, donc qui ont été réalisées par le Bureau Veritas, le Garmin Charles Lloyd et aussi le DNV, qui sont des premières bases, sachant que la problématique réglementaire, il faut l'appréhender au moment finalement de la démonstration, de l'expérimentation. Il n'y a que dans ce cadre-là qu'on arrive à faire bouger les choses. Donc typiquement, c'est le premier enjeu du projet Navibus. Aujourd'hui, le bateau est en cours d'étude avant construction. L'exploitation est prévue début 2015, ce qui veut dire qu'on accélère le rythme, je dirais, du domaine réglementaire. Alors, je vous présente le projet de bateau de pêche en 2 temps. Avant de se lancer dans le bateau de projet Philippines, qui est baptisé Philippines aujourd'hui, nous avons fait un projet qui s'appelait Shipper. Le principe, c'était une étude de faisabilité. C'est-à-dire, première question simple, c'est est-ce que d'un point de vue technico-économique, on peut envisager un transfert énergétique vers l'hydrogène. Et dans ce cas-là, pour quel type de flottille? Donc c'est un projet qui a été cofinancé dans le cadre du deuxième appel à projet Plan Barnier, économie d'énergie à la pêche, qui a pris fin en 2011, sur lequel on a derrière enchaîné pour construire le projet Philippines. Alors le principe, c'est une réflexion sur une filière énergétique globale pour la pêche. C'est-à-dire que l'objectif, c'est bien d'être dans une démarche qui va anticiper les futures réglementations, l'environnement, en particulier zéro émission, et avoir aussi une volonté de label vert. Alors le principe est très simple, on est venu prendre ce qui se fait déjà dans d'autres pays au niveau européen ou mondial, une production d'électricité qui soit injectée dans le réseau, soit par intermittence, qui permet de produire de l'hydrogène par électrolyseur, stockage d'hydrogène, distribution et qui permet d'alimenter le navire. Voilà. Alors, pour avoir une idée, comment on a procédé, aujourd'hui on a identifié à peu près 22 types de comportements énergétiques. Le comportement énergétique, c'est la dépendance énergétique du navire par rapport à son mode d'exploitation. On a à peu près 22 profils types, et ces différents profils correspondent à différents métiers qui sont pratiqués indifféremment selon les régions. Et on a isolé déjà à partir de ce premier filtre toute une partie de navires qui, dans un premier temps, amène la barre très très haute en termes de transition énergétique.
Et donc on a d'abord retenu ceux qui, dans un premier temps, semblaient les plus accessibles. Par la suite, on a donc retenu une dizaine de navires cibles, ce qu'on appelait les flottilles cibles, qui ont toutes été dimensionnés par rapport à leurs besoins énergétiques à partir de modèles numériques, selon les différentes phases d'exploitation, route, pêche, manœuvre en particulier, qui permettent de dimensionner le besoin en puissance, enfin en énergie, pardon, et derrière le type d'intégration qu'on peut faire à bord de ces navires et voir s'il y a compatibilité. Donc au final, notre partenaire architecte, lui, a pris le relais et donc a intégré sur, on va dire, les 2 bornes à peu près qu'on a identifiées. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu de la technologie actuelle, il est très compliqué de faire en dessous de 12 mètres, compte tenu des besoins d'intégration. On est allé jusqu'à la validation d'un bateau type Seine danoise 22 mètres. Voilà pour avoir les 2 plans. Vous avez un dossier spécial qui a été fait au mois de juillet par le marin, juillet 2012, qui présente l'ensemble du projet sur 4-5 pages, qui est assez bien décrit, et vous retrouvez ces plans-là. Donc en fait, le principe, c'est que d'un point de vue technique, on a validé, pour un certain nombre de flottilles cibles, l'intégration. Sur le papier, hein, mais compte tenu déjà de technologies qu'on appelle des technologies sur étagère, c'est-à-dire ce qui se fait aujourd'hui. Le but, ce n'est pas de faire de la recherche, mais c'est de faire du développement. Alors sur cette base-là, à partir de cette la techno disponible aujourd'hui, on a construit donc le programme Philippines. Nous avions répondu à l'AMI Navire du Futur, ce bateau n'a pas été retenu. Il a cependant été collabellisé par le pôle MC2, donc un pôle de compétitivité énergie, matériaux composites, région Pays de la Loire, et le pôle mer Bretagne. Donc le principe de ce navire, navire de 12 mètres polyvalent, art dormant, modèle d'exploitation 3 mâts embarqués, démarré à la journée, environ 240 jours de pêche, un chiffre d'affaires cible d'environ 360 kg €, un moteur électrique de 200 kW, une pile à combustible de 210 kW, des batteries en appoint, pardon, que je vais vous expliquer pourquoi, et 120 kg d'hydrogène stocké, c'est-à-dire possibilité de marrer jusqu'à 3 jours. En principe, en fait, ce qu'on a retenu sur ces petits navires, ils ont des modèles dans le golfe de Gascogne, par exemple, de marée de 2 jours, et on garde un jour de sécurité en termes de navigation et d'autonomie. Donc le principe très simple, le réservoir en fait alimente la pile à combustible, et cette pile à combustible en fait va alimenter en fonction des différentes phases d'exploitation le moteur électrique, donc pour tout ce qui est propulsion, et les auxiliaires. Et quand il y a des pics de puissance, des besoins énergétiques importants, c'est les batteries qui vont faire le relais. Et quand au contraire la puissance est moindre, la pile va recharger les batteries. Voilà le principe. Et tout le dimensionnement en fait est dans ce jeu-là. Une pile à combustible, il faut qu'elle fonctionne dans le maximum du temps en continu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui faire de saut, enfin, c'est pas quelque chose, elle n'est pas faite pour ça. Donc toutes ces phases de crête sont gérées par un appoint batterie, et le but c'est de dimensionner au mieux par rapport aux besoins de puissance et l'intégration à bord, compte tenu des contraintes de place en termes de volume et de masse. Alors d'un point de vue économique, ça permettra peut-être d'anticiper la question sur les projections. Ce qui est clair, c'est que nous, on travaille sur une logique de transition énergétique. Alors effectivement, il y a un tas d'étapes à passer auparavant, mais vous imaginez bien que déjà, quand on commercialise un véhicule grand public en 2013, on n'a pas commencé en 2012. Pour la pêche, on est sur le même modèle. Ce qu'on regarde, c'est quelles sont les perspectives d'un point de vue économique pour ce type de technologie à la pêche, en comparaison du classique traditionnel thermique aujourd'hui. Alors ce que l'on a validé, c'est que compte tenu de la technologie actuelle et des devis, parce qu'en fait on est quand même sur une logique aujourd'hui de devis, c'est-à-dire que notre construction de navire n'est pas chiffrée sur la base d'estimation, mais sur la base de devis réels, de composants existants et de fournisseurs qui ont pignon sur rue. On en est sur la base de la durée de vie d'environ 15 ans du navire, qu'on a amorti sur 15 ans, un intérêt pour l'option H2 dès 2016. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est ce que je vais essayer de vous détailler par la suite, en 2016, compte tenu des 15 ans, le surcoût d'investissement du départ est absorbé par une économie durant les 15 ans d'exploitation.
qui permet de générer un excédent plus important pour le navire hydrogène que pour le navire thermique. Bien sûr, sur la base de projection sur le papier, mais tout ça, c'est argumenté par des chiffres déjà expertisés. Alors, pour avoir une idée, voilà à peu près le modèle. Au niveau économique, on a sur 15 ans une baisse de l'ensemble des coûts d'exploitation de 10%, parce que là, on ne raisonne plus uniquement sur le niveau de la consommation de carburant, mais sur l'ensemble du système. En fait, on fait des gains sur l'entretien, réparation et maintenance, parce que ça, voilà, le coût d'entretien-réparation est moindre. Et bien sûr sur le poste énergie, c'est-à-dire d'un point de vue du coût du poste énergétique. Autre élément qu'on n'a pas valorisé ici, c'est tout ce qui peut être lié aux conditions de production de produits de la pêche à travers des démarches de certification. Cela, c'est une marge qu'on n'a pas du tout intégrée dans le modèle. On est sur des logiques de conditions de rémunération plus attractives, bien évidemment, puisque on réduit les frais communs. Et au niveau financier, on a aujourd'hui, donc au prix des devis d'aujourd'hui, un surcoût d'investissement qui est évalué à plus de 40% par rapport à un moteur classique, à un bateau avec un moteur classique. Bien évidemment, tout ceci est susceptible de diminuer pour des raisons très simples. C'est que, pour avoir une idée, en l'espace des 2 dernières années, on a diminué le coût des composants par 2 et augmenté la durée de vie par 2. Voilà à peu près où on en est. On est sur une phase de croissance très rapide. Les Japonais avaient annoncé le premier véhicule en 2015. Ils sont aujourd'hui à le commercialiser pour 2013. Voilà. Et autre petit navire dont je vous parlais, j'espère qu'en 2015, vous pourrez aller vous balader sur l'Erdre et le prendre. C'est le projet Navibus, qui est un projet qui avait été labellisé par le pôle MC2 et qui vient de débuter, qui a fait l'objet d'un financement dans le cadre de l'appel à proposition TITEC, donc organisé par l'ADEME. Voilà, 4 projets ont été retenus au niveau national, dont le projet Navibus, qui est la première navette fluviale hydrogène pile à combustible qui va transporter des passagers en France. Voilà, donc j'espère avoir répondu déjà à un certain nombre d'interrogations que vous aviez sur le bateau. Et enfin, dernier, je vous laisserai une petite phrase qui est issue de l'île mystérieuse où l'eau est le charbon de l'avenir. Voilà. Les Pays du Var ont fait des essais avec un bateau, un chalutier à hydrogène aussi, dernièrement. Non. Comment ça? C'est-à-dire Dites plus. Non, non, mais le chalutier à hydrogène n'a jamais, pour l'instant, c'était un projet. Il n'y a jamais eu de chalutier. Il n'y a jamais, pas un tout neuf, un chalutier qui a été modifié pour tester. Non. Je n'ai pas eu? Non. Non. J'en ai entendu parler, pourtant, je l'ai même lu dans la presse. Ouais, parce qu'il y a dû y avoir en fait confusion entre le Philippine, qui est le petit polyvalent, 12 mètres, et le chalutier Seine danoise. Je sais qu'il y a eu des... Non, des essais ont eu lieu. Bah écoutez, je suis pas au courant. Quand il y a eu la conférence sur l'hydrogène à Nester, c'était en quelle année? Je sais pas. Il y a 3-4 ans? C'est juste après. Ça n'existe pas hein, pour l'instant. Il n'y a pas eu d'essai de fait? Non, pour l'instant, il n'y a pas eu de navire à la pêche. Il me semble que d'ici Islandais ont fait un chalutier avec un moteur hydrogène. Hein. Oui, tout à fait, c'est celui que je vous ai présenté. Ah non, mais c'est un bateau de recherche que vous avez financé. Non, c'est un chalutier qui a été transformé en fait pour... Avant c'était un gros chalutier. Oui, ouais, c'est ça, mais avec APU en fait. C'est ça, en direct dans le... À la même époque, ils avaient des bus... C'est la première génération de bus à hydrogène, c'était directement injecté dans le moteur à combustion. Ils sont vite passés au moteur électrique sur chaque essieu. Voilà, avec pile à combustion. Non, c'est simplement aussi d'un point de vue de... en fait, c'est très corrosif l'hydrogène. Et c'est pas quelque chose qui est très compatible avec la durée de vie des moteurs.
Voilà. Et bon, de toute façon, le sens même, enfin le rendement optimal d'un point de vue énergétique, c'est de passer par un système moteur électrique. Voilà. Oui. Deux questions, un peu techniques. Je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre. La première, c'est quel est le cycle de remplacement des piles à combustible? Vous avez parlé que vous avez augmenté la durée de vie, oui. Mais vous n'avez pas précisé la durée de vie. Durée de vie de la pile, aujourd'hui, on doit être, je crois, à peu près à 5 ans, sachant qu'en fait, on ne remplace pas tout. On remplace qu'une partie des composants, en particulier les membranes. D'accord. Est-ce que vous raisonnez en termes de cycle, comme sur des batteries, ou est-ce que c'est, j'allais dire, une mesure de composants C'est une mesure de composants, qui est liée à la durée d'utilisation. Vous avez un nombre de cycles, donc comme une batterie. Oui, c'est le principe. C'est le même principe. Oui, oui, ça. Oui. Et aujourd'hui, je crois que notre modèle, on était passé sur 5 ans, et je crois qu'on vient de passer, donc on est resté sur 5 ans, on vient de passer, je crois, à 7 ou 8 ans de durée de vie garantie des composants de la pile. D'accord. Et ma deuxième question, c'est sécuritaire. Ouais. Parce que je pense que c'est important sur les navires. Vous avez parlé de navires à passagers. Oui. On connaît les agréments que peuvent avoir les piles à lithium-ion liquide, par exemple, avec un échauffement, risque d'explosion, de feu, donc il nécessite quand même des aménagements spécifiques à bord. Est-ce qu'on retrouve cette même nécessité, c'est-à-dire d'avoir un coffre-d'âme ou je ne sais pas, enfin toute autre solution, ou est-ce que alors, globalement l'intégration, si vous voulez, la plus grande difficulté, ça va être, il y a deux éléments qui ont joué, qui ont été assez difficiles à intégrer pour l'archi. Premier élément, c'est le confinement. À bord d'un bateau, on est dans les confinements, bon, voilà, qui a nécessité, en fait, si on regarde précisément, je crois qu'on peut revenir sur les plans. Voilà, vous avez en fait, il y a deux choses qui ont été gérées. C'est tout ce qui est stockage, donc c'est ce que vous avez tout en haut, donc les réservoirs sont en aérien. Et après, il y a des gaines de ventilation qui sont énormes autour de la machine, c'est-à-dire autour de la pile, d'accord, qui nécessite de revoir complètement le bateau, ce qui fait qu'on est obligé de passer sur un bateau nouvelle construction. Les navires anciens, c'est. Je veux dire, ça. En termes de rétrofit, c'est pas la solution à adopter, c'est dans une solution de base. Voilà. Et les bouteilles, vous avez un système de blindage, quand je dis blindage, vous comprenez ce que je veux dire, enfin, je veux dire de protection. Oui, là on est sur l'intégration, c'est c'est des bouteilles classiques, qui se doit être à. On est sur 250 bars, sachant que Air Liquide annonce du 500 bars pour fin 2013. Voilà. Donc bien évidemment, on va réduire le besoin d'espace en augmentant la pression de stockage. Vous avez comparé avec les batteries et puis du gazoil et par rapport au GNL. Comment? On n'a pas regardé le GNL, je ne sais pas. Non, c'est parce qu'on parle beaucoup de GNL. J'étais à Euromaritime il y a une dizaine de jours, il y a une bonne conférence sur le GNL. La problématique stockage, on le connaît, entre les deux types de réservoirs, le C ou le type C ou le type membrane. Bon. Alors nous, on a fait un choix très clair, si vous voulez, c'est de sortir complètement de l'énergie fossile. C'est-à-dire qu'on... Oui, je parlais en termes de volume, si vous voulez. Ah d'accord. Donc on n'a pas du tout regardé cette logique-là. Je ne sais pas du tout, je n'ai pas de référence. C'est comment dire, je me réfère, si vous voulez, à une densité d'énergie ou une densité de puissance embarquée. Vous voyez? Oui, tout à fait, mais j'ai pas la référence de... Je suis en train d'imaginer des applications, vous voyez, des applications comme on pourrait trouver... vous avez parlé de captif, par exemple, de captive, effectivement, c'est pas intéressant. Oui, vendredi dernier, on a parlé en particulier des bateaux du futur. Très clairement, si vous voulez, sur un port, vous avez plein d'autres applications possibles à l'hydrogène. L'idée, si vous voulez, ce que j'essaie de déterminer, c'est la part du volume contraint par l'installation d'hydrogène par rapport au navire. Je veux dire, tout le monde, je pense qu'on se souvient de l'histoire, la blague de Gaston Lagaffe avec sa valise électrique qui en fait est pleine de piles mais qui contient juste la place pour une brosse à dents. Bon, c'est un peu l'idée. C'est poussé l'extrême. Oui. Et alors, justement, en termes d'intégration, l'hydrogène permet de gagner en poids et en espace en comparaison des batteries.
Voilà. En poids et en espace. Vous n'avez pas des problèmes d'interfaçage entre les bouteilles et puis la pile? Enfin, il y a des robinets, je suppose, dessus. Si vous voulez changer tous les jours, par exemple, et que vous mettez du 500 bar, je crois que... C'est le point qui est très sensible, oui. C'est la connexion entre effectivement le réservoir et la pile. Électrovannes. Voilà, mais tout ça, c'est quelque chose qui existe déjà dans d'autres applications terrestres. Après, il y a un vrai sujet, c'est le côté marinisation. Oui. Hein et si vous changez ça tous les jours Non, alors ce serait pas le... C'est-à-dire qu'en fait, tout l'ensemble hydrogène pile reste totalement intact. C'est uniquement le remplissage des réservoirs qui est touché. Il n'y a pas de liaison, en fait la liaison entre la pile et le réservoir, celui-là n'est pas touché justement pour ces raisons-là. Voilà. Après, il y a plusieurs possibilités. Donc là, c'est un système de rack. Hein, soit on remplit le rack en direct du quai, soit on change le rack. C'est deux options qui pour l'instant n'ont pas été tranchées. Enfin, on en est toujours sur un projet, quoi qu'il en soit. Là, on tombe dans des complications réglementaires portuaires. Tout à fait. Nous, on a opté justement pour la station de gonflage, parce qu'on n'arrivait pas à sortir du problème réglementaire d'amener même du gaz sur le port, etc. C'était très compliqué. C'était de réglementation européenne ou française? Maintenant, il faut parler au niveau déjà européen. Français, déjà. Non, on est sur la logique française. Et la réglementation européenne, il n'y en a pas? Si, mais aujourd'hui, vous pouvez venir avec une BMW pile à combustible, rouler en France si elle est immatriculée en Allemagne, dans l'autre sens, ça ne marchera pas. Voilà. Question? Une question, s'il vous Oui. plaît. Dans combien de temps aurons-nous des étiquettes sur les poissons mentionnant pêcher à l'hydrogène? Je ne sais pas. C'est une question, s'il vous plaît. Je suis Georges Bernard de Chantier Bernard. Dans votre schéma que vous présentez là, je ne vois pas le volume de la cale à poisson. Oui, c'est parce que les planches que vous avez ne le représentent pas. Voilà, la cale à poisson, alors pour le petit bateau de 12 mètres, ça n'a pas été touché. Pour la Seine danoise, de mémoire, le volume a été réduit de 30% de la cale par rapport au bateau type Seine danoise qu'on retrouve à la cave. Voilà. Mais, je pose une question. Dans votre plan de sécurité de 12 mètres, là, tout ce qui est en bistre au milieu, c'est le compartiment moteur? Oui, ça, oui. Pourquoi il est si grand? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est-à-dire sur la partie... Il faudrait bien que vous disiez les réserves d'hydrogène sont au-dessus du pont. Oui. Après, vous avez la pile en bleu. La pile en bleu. Et en bas, c'est les bouteilles de réserve qu'on voit, en fait. Oui, c'est d'accord. Voilà, donc la pile est dessous. Voilà. Et tout le reste, ce compartiment, il y a un petit moteur électrique dedans, c'est tout. Oui. Pourquoi c'est si grand? Parce que en fait, vous avez aussi à ce niveau-là un tas d'armoires. C'est du casing de ventilation, ça. Ouais, moi je regardais celle du haut. Hein. Donc il y a des grosses gaines de ventilation que vous voyez effectivement en bas, et après vous avez un tas d'armoires, enfin une très grosse armoire électrique qui fait en fait le contrôle Au commande. niveau de la réglementation de la jauge, vous faites comment là? Ça n'a pas été touché. Ouais. Voilà, c'est Bureau Maurice hein, qui a fait. Oui, non, je sais, je suis au courant. Voilà, sans modification de jauge. Donc, je sais que dans votre projet, les pêcheurs ne sont pas très intéressés parce que le volume de cale à poisson est vraiment petit. Ouais, mais ça c'est pour la Seine danoise. Mettre autant d'argent pour pêcher aussi peu de poissons. Ouais, mais c'est pour la Seine danoise. Sur le petit bateau, donc ça ne change rien. C'est 200 kW la propulsion. Hein. Oui. C'est beaucoup pour un simple... Non, pour un... Il n'est pas chalutier. On mettrait combien sur un chalutier le tout? Combien en dessous? Ah oui, donc peut-être pas. Oui, pour savoir. Le dos, c'est ça. Donc c'est normal quoi. Maintenant, ces bateaux de 12 mètres, c'est ridicule. Les performances de point de vue carène et tout sont forcément lamentables à cause du règlement des 12 mètres. Bien sûr. Mais celui-là, il est à moitié européen. Mais, alors, il faudrait en sortir un jour quand même. Bah oui, ouais. Si vous voulez, l'objectif d'arriver à des monstres. Ça fait 30 ans là qu'on traîne un boulet avec la jauge et la taille des bateaux. Ouais. Alors l'objectif du projet Philippines, c'est de commencer par le petit bateau. C'est-à-dire la première marche, parce que déjà au niveau financier, ça permet d'avoir un investissement qui est relativement soft, avant de se lancer sur
sur une contrainte type 22 mètres Seine danoise. Voilà. Une question aussi un peu technique. Ouais. On sait que les batteries sont plutôt des réservoirs d'énergie. Oui. Donc dans la durée. La supercapacité plutôt des puissances, même de la puissance pure, donc plutôt dans la vitesse, l'accélération, donc très courte durée d'utilisation. La pile à combustible se situe à quel niveau? Au contraire, justement, c'est sur une utilisation qui est en continu. Et la batterie est juste là pour gérer les pics, c'est-à-dire se charger, se décharger très vite. Ouais. Je pense à un profil de mission, par exemple, d'une navette ou d'un bateau. Vous avez parlé d'un bateau fluvial. Ouais. Il est arrêté, il a un pic de puissance pour lancer, se lancer. Exactement. Après, il réduit sa puissance parce que de toute façon, l'accélération, la vitesse est prise, donc il y a un minimum. Et puis ensuite, il va réduire, il va réaugmenter parce qu'il faut s'arrêter. Tout à fait. Donc en fait, vous avez un fonctionnement pile à hydrogène qui va couvrir, j'allais dire, de 0 à 60%, et puis les pics qui dépassent, tout à fait. Vous les gérez par un autre système. Exactement. D'accord. Voilà. Et en fait, toute la particularité, donc il reste une innovation, c'est le contrôle commande. Hein. C'est en fait c'est ce qui va permettre d'optimiser la gestion électrique. Et ça se passe comment? Vous avez à l'intérieur de la pile en combustible, vous avez des... Non, c'est un composant à part. Là, par exemple, pour la navette fluviale, c'est le groupe Matis. Je suppose qu'il y a des limites de fonctionnement, moins 10, plus 40, c'est bon. Donc c'est intégré dedans ou c'est quelque chose qu'il faut rapporter, développer pour chaque bateau, par exemple, pour chaque application? Je parlais de chalutier, ils ont un mode de fonctionnement, ils l'utilisent d'une certaine façon, ça va peut-être impliquer un contrôle de commande et une gestion du Power Management System, comme on dit, une gestion spécifique, et puis pour la vedette, ça va être une autre, donc à chaque fois, il va falloir développer. Voilà. Donc pour la navette fluviale, c'est le groupe Matis qui va gérer ça. Matis? Ouais, groupe parisien, donc qui va gérer cette partie carte électronique. Software et tout ça? Je suppose. C'est pas ma spécialité. Mais ça reste un élément d'innovation. D'accord. Et ça marche de quelle température à quelle température? La pile? Parce que le bateau, s'il faut climatiser, en gros, il y a la pile à combustible à plus de 20 degrés. On est à 80 degrés sur la pile. Non, mais oui, ce que je veux dire, la batterie, c'est dès que ça descend en température, vous avez une perte de rendement. Oui. Au-dessus d'une certaine température, ça fait boum et ça prend feu. Donc ça nécessite une climatisation du local, c'est-à-dire qu'il faut respecter des normes. Si je mets de la pile à combustible sur un navire, je vais avoir. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une batterie ou est-ce que c'est relativement safe? Je sais pas. Je sais pas du tout. Pas parce que ça induit un coût, et puis mais ça, l'énergie qui doit être. Ça fait partie de l'ensemble des normes qui ont été intégrées par l'architecte sur le consigne de l'énergéticien. Voilà, mais ça je ne sais pas en détail du tout. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une ventilation. À air tempéré, je ne sais pas si c'est une climatisation spéciale, je sais. Je pense. Mais après, il y a tas de possibilités. On peut récupérer la chaleur aussi qui est produite. Mais tout ça, ça n'a pas été exploité. Et le rendement du pile à combustible? Le rendement du pile à combustible, aujourd'hui, il est de 50, entre 50 et 60%. Voilà. J'ai une autre question, monsieur. Vous prétendez que les frais communs seraient, par le conditionnel, seraient moins chers que sur un bateau standard. Ouais. Moi, j'ai des doutes, enfin. Sur quelle base vous êtes basé? En particulier sur le coût de l'H2. En particulier sur le coût de l'H2. Sur un moteur diesel, ça peut pas être très cher. Hein. Mais c'est pas les frais communs, ça. C'est le diesel coûte cher. Enfin si, le diesel coûte cher. Et on est sur des courbes de croissance qui sont inverses. C'est-à-dire que le gasoil a tendance très claire à monter et l'hydrogène au contraire. Donc c'est uniquement à ce niveau-là qu'on joue sur les frais communs. Question. Si j'achète mon poisson 10 € au Hall de Merville actuellement, oui. Avec votre engin, je l'achète à combien? Je sais pas. Et concrètement, c'est ça qui intéresse le consommateur. Oui.
Ça fait partie des choses que l'on regarde à côté, c'est le consentement à payer pour un produit type écolabel. Voilà. Et on n'est pas sur des consentements à payer énormes. Et le jour où le bateau à hydrogène sera répandu, l'État va inventer une super taxe sur l'hydrogène. C'est possible. Donc on sera chocolat en final. C'est possible. Mais aujourd'hui, la hausse du gasoil, c'est entre autres lié à la hausse du prix du baril, et à la pêche, c'est détaxé. Donc on part du principe que le caractère détaxé du carburant sera conservé à la pêche. Voilà. C'est pas évident, hein. Ce qui est certain, c'est que si vous le taxez l'hydrogène et que vous taxez aussi le gasoil, vous êtes dans la même problématique, quoi qu'il en soit. Oui. Quel est le type d'accumulateur qui sera à bord de ce bateau? Accumulateur au plomb, au lithium? Lithium-ion, oui. Lithium? C'est lithium-ion a priori qui a été retenu. Et combien il y en aura à bord? J'en sais rien du tout. 124 kWh. C'est 124 kWh, je ne sais pas quel espace ça représente. Tout ça, c'est dans les documentations techniques, je ne les ai pas en tête. Oui, il y a tout un ensemble. Hein, le dossier technique est assez fourni. C'est vrai que ce n'est pas mon métier premier, l'énergie. Ouais. Pourquoi ne peut-on pas avoir un moteur à explosion classique qui prenne directement l'hydrogène, sans passer par une pile à combustible qui d'après ce que j'ai cru comprendre, bouffe une partie de la puissance? Ouais, alors déjà pour un problème de rendement, c'est-à-dire que le rendement est moins bon, et un problème de corrosion des moteurs. Voilà. C'est ce qu'ils ont fait en Allemagne, par exemple, avec les bus. La première génération était avec des bus, je crois que c'est des bus Mercedes. Ils sont très vite passés au principe pile à combustible avec moteur électrique sur chaque essieu. À quel stade vous avez mis sur une de vos projections qu'il n'est pas corrosif de l'hydrogène? Non, mais dans la combustion, je pense. C'est une question de température? Certainement, certainement, je ne sais pas exactement. Je vous dis, il y a une expérience malheureuse de bus à Oslo. Oui, mais il y a plusieurs bus qui ont vu leur moteur. Vous avez parlé de 43% supplémentaire d'investissement. Vous parliez de quoi exactement? Tout de la pile, tout le système. Bateau, voilà, bateau complet. Oui. Sur la base de l'ensemble des composants qui sont rajoutés et ceux qui sont enlevés. Vous avez parlé de localiser la production. Vous avez aussi parlé qu'il y avait une vingtaine d'endroits en Europe où on allait en produire, qu'en 2020 il y en aurait 120. Mais localiser, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus et où est-ce que ça en est? Est-ce qu'il peut y avoir des petites centrales locales? Oui, en fait, après, ça peut être soit une station. Vous avez aujourd'hui 2 projets qui fonctionnent, donc en fait d'expérimentation. Vous en avez une ferme de production basée sur du photovoltaïque qui est en Corse, donc les projets Myrte. Et après, vous avez à Cambrai, dans la région de Nord-Pas-de-Calais, projet Enertrag, donc qui est l'opérateur qui a déjà ce système en Allemagne basé sur les éoliennes, sur la base d'un parc photovoltaïque, production d'H2. Donc en fait, toute la discussion aujourd'hui, c'est de trouver la technologie la plus efficace pour produire l'hydrogène à partir d'énergie renouvelable, et surtout de bien comprendre le coût de production et l'intérêt qu'on peut venir y greffer à de la production par intermittence d'énergie renouvelable. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez, il y a tout un tas de briques technologiques dans la filière. Il y a la production, le stockage, la pile, et après l'application, c'est l'intégration. Et tout ça, ça évolue en même temps. Donc le projet Philippines, lui, aujourd'hui, est basé sur à la fois des composantes et un ensemble de... Bon, pour le stockage, c'est le prix Air Liquide, c'est-à-dire ce qui est distribué aujourd'hui dans les industries. Pour la pile, c'est une pile qui est en vente et à usage dans d'autres applications.
on n'en est pas à une logique de recherche, on est une logique de développement. Il est possible que, compte tenu du prix des conduites sous-marines pour amener le courant électrique des hydroliennes ou des éoliennes en mer jusqu'au rivage, qu'on en vienne à faire directement de l'hydrogène avec des productions de ce genre isolées comme ça. C'est possible. Et au lieu de on économise les câbles électriques et on un transporte surcoût l'hydrogène plus facilement. Enfin, il y aura des choses comme ça qui vont arriver, quoi. C'est possible. Donc en fait, la grande question aujourd'hui, c'est de calculer les meilleures options de production d'H2 en termes de coût. Et qui le fait, peut-être? C'est pas fait, encore vraiment, s'il y a des projets en cours qui permettent de le chiffrer. Le CEA a planché sur le sujet, mais maintenant, sur le papier, maintenant on passe aux logiques d'expérimentation directe sur des projets de démonstrateurs. Ce dont je vous parlais, le projet MIRT ou le projet NIRTRAG. Quels sont les chantiers qui sont susceptibles de construire ce type de bateau aujourd'hui? Je ne sais pas si le chantier Bernard pourrait le construire, mais a priori, à partir du moment où vous avez l'ensemble des consignes... Les chantiers qui sont dignes, c'est jamais un problème. Bah, je pense. Hein. Les chantiers sont toujours faire sur le risque. Non. Il y a un cahier des charges, voilà. Alors, le gros problème qu'il y aura, c'est la modification de la réglementation. Parce que comme les choses quand même avancent extrêmement lentement en Europe, on va dire, c'est vrai que même si les prototypes sont mis au point, je pense que l'administration va mettre beaucoup de temps à se mettre au diapason. Vous savez que Renault vient d'annoncer son association avec Daimler, production de véhicules piles à combustible. Je pense que quand ils vont se lancer sur le sujet, à mon avis, ça va suivre. Mais la voiture, c'est une chose, mais le bateau, c'est un... Je sais, c'est une autre... Le problème des bateaux, c'est que ça ne représente pas un gros secteur. Donc les industriels, comme le Caterpillar, Cummins, oui, les gros marchands de moteurs s'intéressent vraiment très peu à cette chose-là. C'est ça l'histoire de la nouvelle motorisation. C'est les grands fournisseurs de production, mais quand ils regardent la quantité de ventes à l'année à l'échelon mondial, c'est pas grand-chose. Voilà. Oui, parce que quand on prend le cas des pays scandinaves pour le GNL, par exemple, on en parlait, eux, ils y sont mis tout de suite. Hein. Oui. Tout de suite. Eux, c'est important. Ils sont producteurs, ils en ont vu tout de suite l'intérêt. Nous, en France... C'est quand on regarde au niveau des voitures, tous les économies de gasoil qu'on fait au niveau des voitures, et moi je vois dans les navires, dans ce que je fais, les navires lourds, les constructeurs de moteurs n'ont jamais cherché à franchement faire baisser leur consommation. Quoi. Un tout petit peu, on va dire, plus que ça. Un des problèmes que l'on aura probablement aussi, ce sera sur le financement. Aujourd'hui, les banques sont très frileuses dans le financement des navires de pêche. Et les augmentations des coûts des investissements, il faudra trouver des solutions parce que les banques... En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous achetez à l'investissement le coût de l'énergie durant la durée de vie. Bon, aujourd'hui, disons qu'il n'y a pas que ça, quoi. Il y a aussi le problème des quotas. On a toute un manque de visibilité à la pêche qu'on ne retrouve pas forcément dans l'industrie à terre. Hein, et qui freine beaucoup le renouvellement des navires. Mais je suis tout à fait favorable. Hein, je veux dire, le financement nous posera certainement, quelles que soient les solutions, un problème. Oui, ce qui est aussi le cas pour un bâtiment zéro émission. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est le cas tout le temps. C'est un surcoût de... Vous raisonnez dans la durée en disant en installant ce système, je diminue mon coût d'opération et je sais que dans 5 ans, je suis pas mort, je commencerai à gagner de l'argent. Vu l'éco prévisionnel et ainsi de suite, blabla. Bref, la banque, elle dit, écoutez, bon, monsieur, moi j'ai une visibilité à 4 ans. Voilà. En 4 ans, je veux mon pognon. Hein. Là, c'est plus la même chose. Tout à fait. Oui, il y a aussi une autre incertitude, c'est que la réforme récente de la PCP, telle qu'elle vient d'être votée par le Parlement, établit le principe de la priorité aux pratiques environnementales correctes, etc. Si on lit entre les lignes, c'est une quasi-condamnation des arts freinants. On vient de voir, actuellement, il y a une campagne qui est menée, elle vient d'être lancée il y a 3-4 jours, en Angleterre, par le fameux Fish Fight qui avait lancé la campagne contre les rejets, on a vu avec quelle efficacité.
Et ils sont en train de faire la même opération sur l'interdiction des arts traînants. Ils ont obtenu déjà de certains magasins qui n'achèteraient plus de coquilles Saint-Jacques. Ils ont commencé par, je sais pas, vous allez sur YouTube, là vous voyez des images effrayantes de drague, etc. Bon. Comment est-ce que face à de telles, je dirais, campagnes, est-ce qu'aujourd'hui on peut envisager d'avoir de nouveaux engins, de nouveaux bateaux? Qu'est-ce qu'il y a? Votre question, c'est de savoir si on peut avoir de nouveaux bateaux compte tenu des nouvelles politiques. Des nouvelles politiques, oui. Ouais. De toute façon, dans 10 ans, les bateaux ont 10 ans de plus si on ne les renouvelle pas. Oui. Et c'est ce qui. Moi, je pense que c'est le plus recherché. La DG Amar, quand elle était venue à Lorient sur la pêche l'année dernière, elle a bien précisé que l'Europe finançait les innovations. Ouais. Donc pour l'hydrogène, il devrait financer en grande partie, par exemple. Je pense qu'ils financent les innovations qui participeront à la réduction des efforts de pêche. On finance l'innovation, mais pas l'investissement innovant. Ah oui, mais c'est là, bien sûr. Pour une étude, on vous finance. On le voit au travers des FEDER, etc. Mais si vous voulez construire un chalutier, vous n'aurez pas de subvention. Au moins pour le premier. Ils disent que non, au contraire. Je sais pas. J'ai bien lu. Quand même le dernier texte. Bon, ça veut rien dire. Dans la réforme de la PCP, c'est pas encore complètement fermé sur... bon, les parlementaires se battent très très fort pour essayer quand même, pour la modernisation, de conserver un peu d'enveloppe. Mais c'est pas gagné, hein, c'est pas gagné du tout. Quand on a vu même les propositions qui étaient faites par la Commission et par comment dirais-je, le groupe pêche du Parlement, on a eu le Parlement qui a réagi en aggravant sur les rejets, etc. Enfin bon, vous connaissez tous la chanson, hein. On a un Parlement qui va au-delà, qui subit une influence très très forte. Mais un parlementaire nous montrait qu'il recevait en mail, en quelques mois, il avait reçu 4000 mails des groupes écologistes sur tel problème qui sont dénoncés. Et ils ont un lobbying développé à Bruxelles qui est énorme et que nous, on ne sait pas faire. Les écologistes, justement, interviennent au niveau de la protection de l'environnement. Je voudrais savoir, vous avez dit que c'était inodore, mais est-ce que pour autant, ça ne pollue pas du tout? Quelle est la pollution? Basé sur une production d'énergie renouvelable, le principe est que ce soit effectivement la production est propre. Après, qu'on soit clair, je pense que dans les composants piles à combustible, on n'est pas sur un cycle de vie toujours extrêmement vertueux. Je vais dire. Merci. Ouais. Mais c'est comme pour les batteries. Oui, pardon. Ouais. Non, mais je crois que dans les piles à combustible, il y a des composants qui sont... On peut aller plus loin, hein. Les éoliennes ne sont pas démontables et oui. le photovoltaïque non plus. Voilà. Si on part du principe là, on n'ira jamais. Non. Et à un moment donné, la question est, est-ce qu'on peut suivre la perte de nos réserves de pétrole, de gaz et de nucléaire, parce que le nucléaire ne durera que 15 ans après le pétrole. Et ça, personne ne le dit. La question est réellement de se poser, on fait quoi avec eux? Tout à fait. On est condamné à innover, hein, je veux dire. On n'a pas trop le choix, bien sûr. On ne peut pas se dire on va continuer à faire ce que... Non, non. On a des échéances qui sont très très proches. Sur l'augmentation du prix du carburant, imaginons que le prix passe à 0,86 le litre, la pêche chalutière est morte. Et c'est pas... Je veux dire, on en est aujourd'hui à 0,74, 75. Hein. Oui, déjà une partie des métiers qui souffrent. Si on passe à 0,86, on est mort. Et sur la production d'hydrogène, quelles seront les innovations? Actuellement, il faut beaucoup d'énergie. En fait, l'innovation, donc en fait, il y a donc le principe des biomasses, production à partir de biomasse type micro-algues, ce genre de choses, et aussi à partir de l'eau sur électrolyse à très haute température. Voilà. Mais ça, aujourd'hui, moi, je ne sais pas particulièrement. Donc, il faudrait une centrale nucléaire pour produire de l'hydrogène?
Aujourd'hui, on peut. Oui. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on peut. Oui. La plus grande source Il y a la d'électricité, chaleur, il y a la plus grande source d'électricité est là. Tout à fait. C'est ce que font les Allemands. Hein. Quand on produit de l'hydrogène par électrolyse, est-ce qu'on revend l'oxygène à quelqu'un? Non. On le balance, ça? Je crois. Oui, ça part dans l'atmosphère. Je crois. C'est pas intéressant avant. Je vous avouerai que je n'ai pas fait l'analyse, je ne sais pas. Mais effectivement. Il y a un représentant d'Air Liquide qui pourra suivre le reste. Je crois que c'est ça, ouais, c'est Air Liquide qui pourrait répondre sur les questions. Ça m'étonnerait qu'ils ne récupèrent pas l'oxygène. Dans la production aujourd'hui. Il y a la moitié de part d'oxygène par rapport. Mais bon. Ils en rejettent beaucoup dans l'atmosphère. Hein. Ouais. Même de l'hydrogène. Ils ne stockent pas très longtemps. C'est aussi mauvais que le gaz carbonique. C'est de la biomasse, du carbone. J'ai une dernière question, peut-être pour M. Guégaud. Oui. Concernant votre expérimentation, est-ce que vous comptez faire un rapport intermédiaire ici? Bien sûr, bien sûr. Et tout sera publié. Voilà, très très vite. On a un site que l'on doit moderniser parce qu'il en est resté un peu à l'état du projet que l'on avait lancé. Mais on mettra sur notre site tous les gains, toutes les fiches techniques. Et on se doit, puisqu'on a reçu des subventions du FEDER, etc., et de l'État, on se doit de publier. Et nous viendrons ici à Lorient, au salon. Voilà, Patrick. Nous viendrons pour expliquer. L'idéal eût été que le bateau vienne. Alors, je ne sais pas si ce sera possible, mais de façon à ce que le maximum de patrons pêcheurs puissent venir, voir à bord, ou alors ils se déplacent assez facilement. Hein, ils viendront faire une marée s'il le faut, etc. Donc c'est ouvert, c'est transparent. Voilà. Alors j'ai fait tout à l'heure le gain pour le retour sur investissement, même si on n'a pas de plan business. On a calculé sur un navire qui fait 45 semaines par an, je sais qu'en Bretagne on fait plus, c'est à peu près 170 000 € d'économie sur la consommation actuelle, si nous rentrons dans les critères qui sont nos objectifs. Hein, ce qui fait qu'en 3 ans, un peu plus de 3 ans, donc le surcoût de la motorisation est amorti. Et comme vous l'avez dit, avec les moteurs électriques, etc., évidemment c'est bien moins d'entretien, mais là je parle à un spécialiste. Voilà, donc vous connaissez beaucoup mieux que moi encore, mais c'est vrai qu'il y a aussi des gains là-dessus. Alors nous, on n'avait pas ni les moyens ni ceci pour aller vers des projets aussi ambitieux. C'est pas le même projet, vous êtes sur une logique court terme. Nous, si vous voulez, notre association, elle est faite avec des gens de la pêche qui sont très pragmatiques, etc., et qui veulent que l'on aille assez vite. Et l'idée, c'était d'avoir un système qui soit rétrofit, si possible. Bon, je ne sais pas si ce sera très rétrofit, il faut voir les coûts, etc., hein, mais c'était l'objectif pour passer dans les 4-5 ans à moderniser les moteurs. Bon, l'expérience nous permettra certainement d'avancer. Sur les propulsions, avec les propulsions classiques, ça génère beaucoup de bruit et de vibrations. Là, on aura quand même un confort important pour l'équipage. Ouais. Est-ce que ça a été calculé, la réduction de décibels Alors, c'est un chiffre qu'avait annoncé Euromoric. Je crois qu'on passe de 80 à 65 décibels. Hein, je crois que c'est ça. Je ne sais pas si c'est à peu près ça. 80, pas n'importe où, quoi. Ouais. Donc vous pouvez espérer faire l'écart de 82 à 70, c'est déjà pas mal. Ouais. Bon, voilà. C'est énorme. Oui, bien sûr, c'est énorme. Mais en termes de confort, de conditions de travail alors. Dans une voiture, vous avez 72 décibels à peu près. Ouais. Ça, c'est un facteur important aussi. Quoi. Oui. L'amélioration du confort à la mer. Conditions de travail, pas de vibration, pas de bruit. Enfin, en tout cas, moins de vibration, moins de bruit. Et après, c'est
le caractère furtif du navire qui est peut-être aussi intéressant. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui fait que dans les autres pays européens, ils sont aussi portés sur l'hydrogène que nous? L'exemple du Japon, aujourd'hui, le Japon, par exemple, ils produisent donc leur hydrogène à partir d'hydrocarbures, enfin, ou de combustibles fossiles, tout simplement parce qu'en faisant ça, ils augmentent par 2 le rendement, on va dire du puits à la roue. Et donc avec le même besoin d'énergie fossile, ils arrivent à développer 2 fois plus d'énergie utile. Et donc c'est vraiment la logique sur laquelle ils sont partis. Et la différence, c'est que le Japon est très dépendant d'un point de vue énergétique. Donc en fait, l'objectif était de réduire, voilà, c'est l'enjeu premier. Et après, il y a aussi une logique, c'est que l'État japonais a extrêmement accompagné l'innovation, en particulier en étant le premier gros consommateur de toutes les innovations. C'est-à-dire qu'ils ont acheté les 1000 premiers produits, quels que soient les types d'applications qui ont été faites. Donc bien sûr, on est passé à des productions beaucoup plus importantes tout de suite. Pour les véhicules, les 13 constructeurs se sont associés en consortium il y a déjà une dizaine d'années et ont développé ensemble. Voilà. Et puis c'est la logique du Japon, hein, pays d'innovation. Et de la tradition. Oui. Et de la tradition. Ils sont très traditionnels. Ouais. En pêche, en particulier. Oui, tout à fait. Sur une de vos planches, il y avait les stations en service qui devaient être mises en service, et il y avait aussi une catégorie out of commission. Pourquoi elles ont été arrêtées? Ça, je ne sais pas. C'est une très bonne question. Je n'en sais rien du tout. Essentiellement en Espagne. Ouais, je sais pas. Je sais plus sur quel. Bien avant. Je me trompe entre. Voilà. Voilà. Bah écoutez, je sais pas. Alors on est sur peut-être des stations en site industriel. Hein. Qui ont été arrêtées. Peut-être ça. Fermé pour le site. Voilà. C'est ça, voilà, on parlait de station-service, quand on voit les photos. Non, on est sur la station de distribution, que ce soit station-service en haut, pardon, ou industriel. Oui, là, sur la carte. La carte, c'est les 2 types de. C'est ça, qui est possible. C'est possible, je sais pas, je vous avoue. Non, je pense qu'on est plutôt, à mon avis, sur des sites industriels qui ont fermé. Ouais. Je pense qu'on est plutôt sur cette logique-là. Oui, il y en a. Je sais pas. L'intérêt de la carte, c'est surtout de mettre en évidence l'implantation géographique et de constater que tout le Grand Ouest a été de l'Europe globalement oublié. Voilà, après c'est une stratégie énergétique comme une autre. Vous parlez de la réglementation française qui ne veut pas changer, mais elle changera s'il y a de la pression derrière. Si personne ne demande, elle ne changera pas. Ça passera. L'exemple même, c'est pour ça qu'on est sur ce schéma de démonstrateur en conditions réelles. On va faire un premier pas avec le Navibus. On a déjà fait un premier pas parce qu'on a une petite navette fluviale qui fonctionne sur l'Erdre, qui s'appelle le Mostache, en fait, qui est un projet pédagogique de l'ICAM. Bon, déjà, pour ça, on a eu une dérogation pour pouvoir faire naviguer le bateau sur l'Erdre. C'est déjà une première étape. Le projet Navibus va être de mettre à plat toute la réglementation fluviale, sachant qu'il y a un certain nombre de connexions entre le fluvial et le maritime. L'idée étant la dernière phase qui va être la partie maritime. Mais ça fait partie des phases progressives de progrès dans la réglementation. Ce qui est sûr, c'est que je pense que le premier passager en public qui montera à bord, l'exploitant aura toutes les garanties pour pouvoir le faire monter.
Voilà. Bon, s'il n'y a plus de questions, on peut peut-être arrêter pour ce soir et remercier M. Guido. Merci. Et